L'histoire du service remonte à 82-84, quand le professeur Georges Mathé à Villejuif, Paul Brousse, nous a proposé de prendre en charge ces patients atteints de cancer, ces patients enfants atteints de cancer, à une époque où déjà il avait récupéré le docteur Gérard de Lépine pour éviter d'amputer les patients. Dans le domaine des tumeurs osseuses et des sarcomes des parties molles, c'est comme ça qu'on a quand même hyper spécialisé dans ce domaine-là, c'est qu'effectivement, à la fois le docteur Gérard de Lépine n'amputant pas, les malades sont venus vers lui, en particulier à la consultation de Paul Brousse ou de Mondor. Et le professeur Mathé nous a demandé de faire, dans le cadre de notre service de pédiatrie à l'hôpital Hérold, de faire le traitement chimiothérapie des enfants. Donc initialement, on les a rentrés dans les essais thérapeutiques de l'EERTC, qui est le groupe européen de recherche sur le cancer. Et puis on a vu que ça ne marchait pas très bien, c'est-à-dire que les résultats n'allaient pas être bons à long terme, qu'il y a quand même beaucoup de patients qui rechutaient. Donc on a étudié la littérature et puis on a rencontré effectivement d'abord, enfin on a vu des articles du professeur Rosen pour le l'osteosarcome, Ice pour, et puis bon voilà, etc. Et on a vu que ces gens-là, aux USA, guérissaient déjà plus de 80% de leurs patients. Donc on a décidé dans les années 84 de ne plus inclure nos patients dans les essais thérapeutiques pour ces tumeurs-là, quand on avait trouvé dans la littérature des traitements qui marchaient, et de les rentrer, de les soumettre au schéma de traitement déjà publié, déjà publié avec des résultats très intéressants par les Américains sur ces tumeurs-là. Ce qui fut dit fut fait. Effectivement, nos malades qui rechutaient tout le temps, sitôt qu'on est rentré dans le protocole Rosen ou Weiss, sont mis à guérir, ce qui est quand même la plus grande satisfaction pour un cancérologue, un pédiatre. On avait publié dans le bulletin du cancer en 86 les échecs de l'inclusion dans le protocole européen contre vents et marées, parce qu'on nous disait qu'il ne faut pas publier les échecs. On disait si, c'est important que les gens sachent que ça ne marche pas. Effectivement, ils ont continué encore en 10-15 ans ce protocole-là. Donc c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas qu'on publie. On l'a publié dans le bulletin du cancer, il est disponible. Et après, on a publié que, avec le Rosen, par exemple, ça marchait bien. Et là, brutalement, on est devenu l'ennemi numéro un. On a commencé à nous expliquer qu'on pouvait, à la rigueur, guérir nos patients, mais il ne fallait pas publier. Parce que si on publiait, du coup, les patients allaient se poser des questions. C'est quand même comme ça que ça s'est passé. Et donc, ça s'est passé en 86, un congrès européen en Hongrie où on m'a dit « Ah, tu fais l'oncologie clandestine » alors qu'on était un service de pédiatrie, j'avais un patron, un agrégé, 4 chefs de clinique, 3 internes, etc. Bon, on était un vrai service universitaire dans un hôpital parisien. Bon, cet hôpital parisien a été fusionné avec Bretonneux pour donner Robert Debré, et Robert Debré a ouvert en 88, et là déjà on a voulu nous supprimer, quoi. Et voilà, tout s'est passé comme ça et ça s'est dégradé d'année en année. On est quand même rentré à Robert Debré grâce au directeur général de la paix de l'époque qui a décidé qu'on rentrerait quand même à Robert Debré au moment de la fusion. On est rentré avec un service de 50 lits et dans les 9 mois qui ont suivi, on a piqué 35 lits à mon patron de pédiatrie générale en lui disant si tu restes là, tu auras que la cancérologie pédiatrique. Bon, il a fait un infarctus, c'est pas très bien passé. Enfin bon, vraiment, ça a été assez dramatique. Mais néanmoins, on s'est installé à Robert Debré avec 15 lits et on avait encore des chefs de clinique et j'avais encore un patron qui était universitaire, etc. Progressivement, par la suite, au lieu de nous nommer des gens, déjà, on nous a. Moi, j'ai pas été nommé professeur. À chaque fois, on me disait ouais, c'est vachement bien ce que vous faites. Ouais, je suis d'accord. Je vous parlais, les trois quarts des patrons que je rencontrais à l'époque, qui faisaient partie du CNU, enfin du comité de nomination, c'était des gens qui nous envoyaient leurs malades. Mais ils me disaient toujours, mais qu'en pense le Merle? Ah. Et le Merle, c'était le patron de Gustave Roussy, qui est évidemment le patron, l'ancêtre des patrons actuels de la Société française des cancers de l'enfant, qui dominait le système et qui n'avait pas du tout envie de choix nommé. Et à chaque fois, je dis, le Merle, il est contre. Ah, alors si le Merle, il est contre. Bon, donc c'est comme ça, je n'ai jamais été nommée. Ce qui n'était pas très grave tant que je pouvais. Mais sauf que si vous n'êtes pas universitaire, on ne vous donne pas de chef de clinique, on ne vous donne pas d'interne, on ne vous donne pas d'externe, on ne vous nomme pas d'associé. Ce qui fait que le service a diminué en peau de chagrin quand même au travers des âges. Et que nous nous sommes retrouvés ensuite, quand mon patron est parti à la retraite en 98, le professeur Grisselli m'a dit allez plutôt raccrocher à un service de cancéro parce que bon, à Robert Debré ça ira jamais. Donc
accepté, à tort ou à raison, et puis finalement je suis allée à Vicenne, mais là on nous a bouffé la moitié des lits, alors que normalement l'accord avec le ministre devait nous donner transfert à moyens équivalents. Et surtout, on n'osa progressivement plus nommer personne. Mais enfin, on avait encore des moyens, on n'avait pas beaucoup de lits, bon, donc on pouvait encore fonctionner avec, parce que cette équipe a une fidélité absolument extraordinaire. On nous demande toujours comment on a résisté. Bon, on a résisté parce qu'on est resté ensemble jusqu'au bout. Enfin, les gens ne s'en vont que par la mort, si j'ose dire. Mon patron est décédé en 2002, mais il est parti à la retraite en 98 et jusqu'à 2002, il venait tous les jours, il venait quand même souvent. Enfin, je veux dire, c'est ne serait-ce que souder l'équipe. Donc, nous avons effectivement une équipe de seniors bien formés, parfaitement capables de transmettre le message, la formation, les pratiques, l'individualisation aux nouveaux médecins qu'on voudrait bien nous donner. Nous avons trouvé un certain nombre de nouveaux médecins extrêmement compétents, ouverts, intéressants, intéressés et oncologues pour la plupart, parfaitement capables de venir de renforcer l'équipe. Mes collègues, je viens de citer, malheureusement, je m'excuse pour elles, que leur ancienneté, quelque part sur leur âge, mais cette ancienneté dit aussi leur connaissance de toute cette pratique, de toute cette philosophie de soins, comme dit le professeur Misset, c'est hyper important. Et ça, on peut le garder, le raconter que c'est parce que je pars à la retraite qu'on ne remplace pas, qu'on ne peut pas continuer. Alors d'ailleurs, j'ai demandé, puisque je suis si indispensable que ça, ben, je les ai pris au mot en demandant que me prolonge comme chef de service au-delà des périodes normales de ma retraite selon la loi Sarkozy, dont je ne sais pas le numéro par cœur, mais je l'aurais mis puisque je suis indispensable, je reste. Où est le problème ? Faut qu'ils arrêtent de raconter n'importe quoi. Je veux dire, un jour, c'est parce qu'on ne fait pas la bonne médecine. Le lendemain, c'est parce qu'on ne trouve pas de médecin, alors que tous ceux que je trouve, celui-là, il est blond, celui-là, il est... Je voulais une femme, je voulais un homme. Enfin bon, j'exagère, je rigole, mais je veux dire, c'est jamais le bon, quoi. Hein. Donc, ça va, on trouve et des médecins pour venir renforcer l'équipe, et en particulier 2 postes vacants qui sont vacants, parce que l'an dernier, il y a 1 an, on m'a fait partir un médecin et on m'a refusé de me le remplacer, puisque c'est toujours la même personne qui doit remplacer. Moi, j'ai plus rien à dire. Je veux dire, comme j'ai dit, j'ai attendu 67 ans pour ne plus rien avoir à dire dans mon service. Parce que depuis 90, j'ai toujours 90, oui, puis 90, parce qu'avec Jean-Claude, on discutait ensemble, donc on a toujours décidé ensemble et on a toujours pris les gens qu'on voulait. Et puis depuis 98, on a pris avec mes collègues les gens qu'on voulait. Et là, depuis 1 an, on n'a plus le droit de rien. On est devenu très mauvais, ça doit être l'Alzheimer précoce. Donc on n'a plus le droit de décider de rien. Il faut arrêter. C'est effectivement une décision froide et méchante de fermer cette unité pour faire disparaître l'offre de soins originale et unique maintenant, parce qu'il y avait plein d'endroits où on faisait des choses comme ça, mais unique maintenant, de proposer des traitements éprouvés en alternative à d'autres visions de la médecine qui est celle basée essentiellement sur la recherche. C'est leur droit, mais c'est le droit aussi des patients de bénéficier des traitements éprouvés. La vraie raison, c'est qu'effectivement, est-ce qu'on donne aux patients le choix entre des données acquises de la science, qui donnent un certain nombre de résultats, et des essais thérapeutiques? Moi, je respecte tout à fait que les gens ils choisissent l'essai thérapeutique. Ce qui nous paraît non éthique et non juridiquement défendable, c'est de leur imposer en disant c'est le traitement que tout le monde fait, c'est le protocole, tout le monde fait pareil en France, tout le monde fait pareil en Europe, et pire, quand ce sont des enfants, de leur envoyer le juge si les parents n'acceptent pas. Ah, vous voulez pas ça, ben de toute façon, c'est ce schéma de traitement, c'est ce protocole, parce qu'ils disent pas essai, parce que ça se verrait trop, c'est ce protocole, et si tout le monde fait pareil, si vous voulez pas, c'est le juge des enfants. Et ça, c'est quand même insupportable. Ce que nous défendons ici, et les médecins qui ont signé la pétition sur médecins et soignants alignés, c'est tout simplement le respect du choix et donc de l'information. Parce qu'on a de choix éclairés, on a de choix vrais que si on a l'information éclairée. Alors je disais, le choix, c'est dans le code de santé publique. Le patient, le parent, le patient, il a le choix, la liberté de choix de son traitement, c'est dans le code de santé publique. Ils ne l'ont pas encore rayé. Il faudrait, parce qu'ils n'ont plus le choix. Deuxièmement, le médecin doit rester fidèle au code de déontologie qui dit
qui ne doit jamais, en aucun cas, se départir de son indépendance professionnelle. C'est pas joli ça, indépendance professionnelle, alors qu'on nous impose des recommandations et si on ne les suit pas, on se fait traiter quasiment de délinquants. Voilà, donc ça, c'est important. Mais bien plus important encore, donc, c'est le consentement éclairé. Et le consentement éclairé, il a été mis en exergue, en valeur et écrit sous forme juridique, si j'ose dire, dès le Code de Nuremberg, il y a une soixantaine d'années, suite au procès des médecins nazis. Parce que pourquoi les médecins nazis ont-ils été pendus? Non pas parce qu'ils avaient fait des horreurs, parce qu'apparemment tous les gens qui faisaient l'expérimentation chez l'homme en faisaient depuis longtemps et dans beaucoup d'autres pays du monde, mais les gens qui ont voulu les condamner ont essayé de trouver, comme toujours les juristes, ils cherchent la faille juridique. Et la faille juridique, c'est qu'ils n'avaient pas donné de consentement éclairé. Et ils se sont aperçus qu'il y avait un vide juridique. Donc, suite au procès de Nuremberg, ils ont fait le Code de Nuremberg. Du coup, ça a été repris par la loi Hurier en 1988, pour les essais chez l'enfant en particulier, donc où il est dit clairement que les patients doivent avoir information sur ce qu'on va leur faire, les conséquences possibles, vous allez perdre vos cheveux, vous allez, je sais pas, être stérile, etc., enfin toutes ces jolies choses, mais aussi sur les autres traitements. Et ça, c'est dedans. Et la deuxième partie sur les autres traitements, c'est jamais donné. Donc ça, c'est vraiment une violation du consentement éclairé. Et cette notion de consentement éclairé, elle est reprise régulièrement au-delà de Nuremberg, au-delà de la loi Hurier, par la Convention d'Helsinki. Convention d'Helsinki qui est remise à jour tous les 2-3 ans dans un pays du monde quelconque. La dernière fois, c'était au Brésil ou ailleurs. Et qui à chaque fois réunit les gens sur l'éthique, etc. et dit oui, il faut absolument respecter le consentement éclairé. Et dans la directive européenne qui vient de paraître il y a quelques mois sur les essais thérapeutiques, il est écrit dans un petit alinéa, mais qui est capital, parce que ça reste vrai maintenant, en 2014, y compris signé par l'Europe, que l'intérêt collectif ne doit jamais primer sur l'intérêt individuel. Ça veut dire que quand on dit aux parents, bah oui, d'accord, cet essai, oui, c'est peut-être quand même moins bien que le schéma thérapeutique dont les autres me parlent, mais enfin, quand même, c'est bien pour tout le monde. Non, ça, c'est illégal. Qu'est-ce qu'on pratique à Garches? Justement, on pratique la médecine individualisée à chaque patient sur la personne. C'est-à-dire quand on donne des médicaments, on les donne ou autre chose, une séance de Reiki ou n'importe quoi, on le donne en fonction de la personne qu'on a en face de soi, et pas seulement de l'étiquetage du cancer qu'on veut lui avoir diagnostiqué. Donc on va regarder de quelle façon elle répond aux médicaments qu'on va lui donner. On va essayer de la donner effectivement de la façon la plus appropriée en fonction de cette personne aussi. Il y a beaucoup de patients, par exemple, qui réclamaient, alors je dis réclamaient parce que maintenant on ne peut même plus leur offrir quasiment, mais de faire les chimios la nuit parce qu'ils supportaient mieux, même indépendamment des raisons que je vous ai données après, précédent, qui est la meilleure tolérance pour certaines drogues. Mais voilà, donc tout ça, ça compte. Et puis surtout, on adapte les doses de traitement à la réponse clinique et visible de la tumeur, puisqu'on fait une chimiothérapie préopératoire. Donc on regarde ce qui se passe. Si la tumeur ne dégonfle pas suffisamment, on augmente les doses de chimiothérapie, on change selon les maladies, selon les tumeurs, ça ne va pas être la même chose, on change de type de médicament. Mais on n'est pas enfermé dans ce que j'ai découvert dans les années, je ne sais pas, 88 par là, 87, 88, où les patients arrivaient d'ailleurs et me disaient, mais on est venu, on a voulu changer parce que on voyait le genou de notre fille qui gonflait et puis on nous disait hors du protocole, point de salut. Voilà, donc j'ai fait un chapitre là-dessus dans un des livres, j'imagine. Hors du protocole, point de salut, c'est aberrant, quoi. Ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, il faut quand même réfléchir. Et alors, la réflexion ne consiste pas à juste prendre le téléphone pour téléphoner au centre de référence qui dit si, continue. Et pourquoi il faut continuer? Parce qu'en fait, si on sort plus, parce que la plupart du temps, ce sont des essais thérapeutiques, et si on sort plus de 5% de malades dans un essai thérapeutique, on devient le mauvais chercheur. Donc il faut, on peut en sortir quelques-uns, ils vont vous dire oui, on adapte, oui, d'accord, de temps en temps ils en sortent un quand même, mais en gros, si on est un chercheur honnête, si on ne truque pas les données qu'on va fournir, parce qu'il y en a aussi qui truquent un peu en disant le tirage au sort, je vais arranger le tirage au sort, vous préférez ce bras-là, mais enfin bon, ça, mais bon, la plupart des gens
je suppose, sont honnêtes, et s'ils sont honnêtes, ils ne peuvent pas sortir plus de 5% des malades d'un essai, sinon l'essai n'a plus de sens. Et les sommes investies par le labo, ça ne colle pas. Voilà. Alors, donc nous, on fait cette médecine individualisée qu'on pourrait aussi appeler personnalisée. Parce que c'est la personne globale qui est le centre de notre réflexion, de notre attention. Et bon, après, ça n'empêche pas, si on a traité 30 à 40 malades selon ce type de réflexion de la même maladie, bon, on reprend les 30 à 40 dossiers, puis on dit, voilà, 5 ans après, ou 10 ans après, ou 15 ans après, ils vont bien, ils vont pas bien, ils ont rechuté, etc. Ça s'appelait les études pilotes. Bon, on soigne nos patients le mieux possible selon, évidemment, un schéma de traitement qui est préétabli, on ne fait pas n'importe quoi. Mais par contre, ce schéma préétabli, on l'adapte au fur et à mesure, des mois en mois. Voilà, on donne le programme personnalisé de soins aux patients, puisque d'abord c'est les demandes de l'INCa, donc on le fait. C'est bien, les gens ils aiment bien avoir une espèce d'idée de ce qu'on va leur faire, mais on leur dit attention, ce schéma PPS, là, programme personnalisé de soins, il faut éventuellement, on va quand même le modifier, l'adapter, etc. Voilà, ça c'est la médecine individualisée sur la personne. On guérissait en tout cas, parce que maintenant avec tous leurs changements, justement, je ne sais pas ce que donneront les résultats d'ici 10 ans, on guérissait, mettons, aller jusqu'au début des années 2000, même 2005, 55% des cancers de l'adulte, d'accord? Guéris, c'est-à-dire les gens à 5 ans, ils n'ont plus rien, et puis bon, il y a quand même très très peu de gens qui rechutent après, ou à 10 ans, mettons, peu importe. Et chez les enfants, on guérissait 4/5 des enfants atteints de cancer, avec les traitements éprouvés depuis 40 ans, avec des gros progrès, hein, parce que dans les années 50, effectivement, il y avait 20% d'enfants atteints de tumeurs solides qui pouvaient guérir, et puis dans les années 85, on était arrivé à 80%, alors avec 4/5, bon, alors après, les gens, ils ont pinaillé, non, c'est 75, non, c'est 82, enfin bon, peu importe. En tout cas, on guérissait comme beaucoup d'enfants, donc ces traitements éprouvés, on les abandonne brutalement au nom du changement de paradigme. Ça c'est bien, on a vraiment changé de siècle, hein. C'est assez fascinant d'ailleurs, parce qu'on a vraiment changé de siècle. Tout ce qui a été fait avant les années 2000, c'est poubelle, c'est ringard, y compris les publications. Il y a eu une plainte le 29 avril, je crois, pour délaissement posé par l'association Améthyste, parce que, alors pour des raisons que l'association vous expliquera plus que moi, mais enfin essentiellement parce que les patients se sentaient un peu perdus au milieu de rumeurs et sans jamais aucune réponse à quelque interrogation de ce fut, ni auprès de nous, on n'avait pas de réponse à donner, nous médecins, les directions diverses et variées de la paix et tous les étages ne donnaient pas de réponse. Donc, ils ont porté plainte pour délaissement. Bon, le contenu sera à voir avec eux et surtout quand ça apparaîtra un peu plus clairement. Et sur ces entrefaites, brutalement, le chef de pôle a annoncé à la télévision que la fermeture était prévue, qu'elle était organisée même. Apparemment a suivi un communiqué de presse qui redisait à peu près la même chose. Tout a donné plein d'explications pour le service, etc., qui n'était pas l'objet de la plainte, hein, puisque la plainte, c'est des parents qui demandent qu'est-ce qui va se passer pour nous. Donc, vraiment. Donc, sur ces entrefaites, voilà, nous attendons la suite, hein, et nous n'avons aucune suite. C'est-à-dire, moi, j'ai eu simplement un mail du chef de pôle le 1er mai, juste avant le week-end prolongé, pas pour tout le monde, mais en l'occurrence pour beaucoup d'administratifs qui n'étaient pas là ensuite, nous disant que puisque nos médecins étaient fatigués, pour diminuer la pénibilité du travail, on supprimait la moitié de la garde à partir du 5 mai. Bon, il n'y a aucune organisation là-dessus, mais ce sont les seules informations écrites que j'ai eues. Dans ce mail, il n'est même pas question de fermeture, et j'ai revu le directeur hier pour dire, mais attends, on s'organise comment, et je lui dis, et pour l'avenir, etc. Non, on parle pour l'instant de ce qui se passe pour maintenant, on parle de rien d'autre. Ça, c'est hier mon directeur. Donc, si vous voulez, il est clair que, bien sûr, on sent que la paix veut faire ce qu'elle dit dans le communiqué. J'espère que ça ne s'arrêtera pas là, parce que ça, c'est la volonté de la paix. Maintenant, la paix n'est pas le seul interlocuteur dans cette affaire. Il y a le ministère, il y a le Premier ministre, il y a le Président de la République, il y a les parents, il y a les patients, il y a les associations, il y a les associations de médecins, il y a en particulier tous les médecins, il ne faut pas les oublier, qui nous soutiennent, et soignants depuis très longtemps. Et justement, on a voulu se réunir sous forme d'une pétition, parce que souvent les gens me disent mais qui vous soutient, etc., qu'est-ce qui est d'accord. On s'est dit bon, bah, finalement une façon simple, c'est de faire une pétition et qu'elle soit signée par beaucoup de médecins et soignants.